Bienvenue à nouveau, chers Félixiens et Félixiennes. Nous sommes Victoria Eckerson avec Kevin en technique et vous écoutez votre radio étudiante Saviez-vous? Aujourd'hui, dans notre émission Crime improbable, nous allons nous intéresser au travail de plusieurs hommes qui ont réussi à surprendre la police et la population par leurs délits. Cette semaine, notre radio vient encourager le travail de certaines Félixiennes de secondaire 5 qui, comme projet intégrateur, ont créé leur propre jeu d'Évadez-vous. Débutons. Commençons avec le vol de Dunbar, le plus grand vol d'argent aux États-Unis. En 1997, 5 hommes ont volé l'équivalent de 29,5 millions de dollars de l'édifice Dunbar à Los Angeles, Californie. Ce vol a eu comme cerveau Alan Pace, qui était en ce moment l'inspecteur régional de sécurité de Dunbar. Il a recruté ses amis d'enfance avec lesquels, le vendredi 12 septembre 1997, il a embusqué les gardes de sécurité un à un lors de leur pause. Alan Pace savait que les vendredis soirs, le coffre était laissé ouvert pour ainsi pouvoir déplacer de grandes sommes d'argent. En seulement une demi-heure, les voleurs avaient chargé plusieurs millions de dollars dans une voiture U-Haul. Le chef de la bande savait quel sac contenait les plus grandes sommes d'argent. Il savait également où étaient placés tous les dispositifs d'écoute ainsi que les caméras de sécurité. La police a découvert rapidement que le vol avait été fait par quelqu'un travaillant pour la compagnie. Ils ont examiné Alan Pace, mais n'ont rien trouvé. Le groupe travaillait pour cacher tout l'argent qu'ils avaient acquis en les utilisant en des transactions illégales. Un des membres du groupe, Eugene Lamar Hill, finit par commettre une erreur. Il donna l'argent à un ami, un agent immobilier, qui contacta la police et qui causa l'arrêt de Hill. Eugene finit par confesser et nomma tous les membres de son groupe. Alan Pace fut arrêté aussi et condamné à 24 années de prison. Il y reste encore à Federal Correctional Institution à Safford. Il y a encore de l'argent manquant de nos jours. Que ce vol a été ingénieux, non? Poursuivons notre visite dans le monde du crime avec le vol de 282 millions de dollars à la banque privée de Bagdad. Le 11 juillet 2007, un des vols les plus étonnants est arrivé. La police locale déclara que 2 gardes de la banque auraient été les voleurs, mais un officier du ministère de l'Intérieur affirma que 3 gardes auraient été impliqués. La quantité de coupables n'est pas sûre, mais nous savons bien que l'argent volé n'était pas en dinars irakiens, mais en dollars américains. Nous nous posons la question suivante. Pourquoi la banque de Bagdad aurait de l'argent en dollars américains? Nous n'avons pas de réponse à celle-ci, mais nous savons que les voleurs ont dû recevoir de l'aide de la milice, car sinon ils n'auraient pas pu s'en sortir. Courte et sans beaucoup d'informations, mais quand même étonnante. Comment 2 ou 3 hommes ont pu s'en sortir avec 282 millions de dollars? Et maintenant, le vol du casino. En septembre 1992, Bill Brennan, un caissier du Stardust Resort à Las Vegas, s'enfuit un jour avec plus d'une moitié d'1 million de dollars dans son sac. Ce crime n'avait pas été prémédité. Plusieurs théories de comment il a réussi à s'en sortir ont été prononcées. En premier, plusieurs croient que Brennan avait eu un partenaire qui l'a tué au lieu de partager l'argent. Si son partenaire avait été un des gardes de sécurité, ce serait facile d'expliquer qu'il soit sorti avec un sac rempli d'argent sans avoir été vérifié. D'autres théories croient qu'il l'avait fait seul et a pu s'échapper du pays et se retrouve maintenant sur une plage quelque part. Ce qui est étonnant du vol de Brennan est sa simplicité. Plusieurs vols de casino impliquent des instruments complexes et un plan rédigé à l'avance, mais celui de Brennan n'avait impliqué rien de plus qu'un sac. Cet homme se trouve de nos jours dans les listes les plus recherchées du FBI. Il n'a pas encore été retrouvé. Et c'est le temps du vol du musée Isabella Stewart Gardner. Le 18 mars 1990, 13 œuvres d'art, qui ensemble avaient une valeur de plus de 500 millions de dollars, ont été volées à Boston. Les œuvres avaient été achetées originellement par Isabella Stewart Gardner, une collectionniste d'art. Cet argent avait comme intention de les exposer permanemment au musée. Quelques heures avant le vol, 2 hommes avaient été repérés imitant des gardes. Ceux-ci avaient reçu un appel urgent, celui-ci étant une distraction pour pouvoir accéder aux œuvres. Ils s'occupèrent des gardes et débutèrent le vol. Même avec tous les efforts du FBI et la collaboration de plusieurs autres pays, les œuvres et les voleurs n'ont jamais été retrouvés.
Au début, le musée avait offert une récompense de 5 millions de dollars à celui qui pouvait leur apporter de l'information sur les voleurs ou l'emplacement des œuvres, mais en 2017, cette offre a été temporairement doublée avec une date d'expiration pour la fin de l'année. Celle-ci s'est étendue jusqu'en 2018, espérant recevoir une réponse du public. Les experts sont encore perplexes par rapport au choix des œuvres volées, puisque l'œuvre ayant la plus grande valeur, celle-ci étant de 200 millions de dollars, n'a pas été touchée. Selon le FBI, les œuvres volées avaient été offertes en marché en Philadelphie autour de l'année 2000. Quelle œuvre d'art se vole? Continuons maintenant avec l'évasion d'Alcatraz. La nuit du 11 janvier 1962, Frank Morris, les frères Clarence et John Anglin furent la prison fédérale de haute sécurité d'Alcatraz. Cependant, Alan West, un des hommes qui avait aidé avec la fuite, a dû rester. Avant cet événement, on pensait que c'était impossible de pouvoir fuir cette prison puisqu'elle était située au milieu de la baie de San Francisco. Pour réaliser cette fuite, dite impossible, les hommes durent l'organiser pendant plusieurs mois. Frank Morris, qui était déjà habitué aux fuites, est devenu le cerveau du groupe. Mais Allen prit crédit pour l'essentiel des plans de l'évasion lors de son témoignage. La première étape était de créer de fausses têtes en papier mâché pour tromper les gardes lors de l'évasion et retarder les alarmes. Frank, Alan et les frères Anglin creusèrent le contour de la grille de ventilation près du sol au fond de leur cellule, B150, B152, B138 et B140 pendant près de 6 mois. Pendant que l'un creusait, l'autre montait garde pour prévenir des rondes régulières des gardiens. Il faisait cela de 17h30 à 21h, pendant qu'un accordéon masquait le bruit de l'opération. Ils conservaient les morceaux de mur retirés dans leurs pantalons pour pouvoir les déposer à l'extérieur lors de leur promenade. Chaque nuit, ils recouvraient la grille de ventilation avec un faux classeur pour couvrir leurs traces. Les outils disponibles n'étaient pas les meilleurs. Ils utilisaient des cuirs aiguisés par les évadés. Le trou les donnait accès à un couloir de service de moins d'1 mètre de large, non gardé, qui longeait le bloc B. Ce couloir leur donnait accès au toit sans être vu. Le papier mâché utilisé pour les têtes était fait de papier toilette mélangé avec du savon, et de la peinture était utilisée pour la tête. Les cheveux étaient récupérés du coiffeur de la prison où Clarence Anglin, un des évadés, travaillait. Pour le problème de la rivière, ils ont confectionné un radeau avec de la colle volée et une cinquantaine d'imperméables, soit donnés ou volés provenant d'autres détenus. Ils ont pu le confectionner sans être vus puisqu'ils ont travaillé dans le couloir de service. Ils ont convaincu les gardiens de leur laisser mettre des tapis, leur but étant d'isoler la poussière lancée dans les airs par leur travail. C'est là où ils ont aussi confectionné les têtes de papier mâché. Pour gonfler le radeau, ils ont utilisé l'accordéon. Pour l'évasion elle-même, on croit que la première partie du plan a pris place autour de 10 heures du soir, se rendant au toit près de 10h30 grâce aux 9 mètres de tuyaux accrochés au mur qu'ils ont grimpés. Ils sont arrivés à une grille décrochée auparavant par les hommes. On croit qu'un bruit avait été entendu vers ce temps. C'était la grille qui frappait le toit. Arrivés sur le toit, ils traversèrent une trentaine de mètres tout en évitant les projecteurs de lumière puis descendirent le long d'un conduit de 15 mètres pour arriver sur la côte. Cela étant, ils franchissèrent les clôtures barbelées d'environ 4,5 mètres pour atteindre la rive nord de l'île. C'est là où ils déployèrent leur radeau pour en premier lieu traverser vers l'île Ange, puis ensuite atterrir à Horseshoe Bay où ils volèrent une voiture et des vêtements pour finir leur évasion. Le matin après l'évasion, les gardiens ne réalisèrent pas que leurs prisonniers s'étaient échappés grâce aux têtes laissées sur les lits. Ils l'ont découvert lorsqu'un des gardiens, avec l'intention de réveiller un des prisonniers, a touché la tête en papier mâché qui est tombé et a roulé par terre. Après cela, ils ont verrouillé la prison. Trouver l'atelier et les empreintes laissées sur le toit ne leur a pas pris beaucoup de temps. On n'a jamais revu les hommes, mais deux théories ont été présentées. Premièrement, leur voyage sur la rive n'a pas été un succès et les 3 hommes sont morts la nuit de l'évasion. Les preuves de cette théorie sont que les gardiens ont trouvé des sacs remplis d'objets personnels de 2 des 3 hommes et 2 gilets de sauvetage ont été retrouvés. Cependant, des tests réalisés par des scientifiques prouvent que c'était impossible que le radeau ait été poussé par les courants vers la côte du San Francisco, ce qui leur permettait de survivre. Aussi, on sait qu'ils pouvaient survivre au moins 2h30 dans l'eau. De plus, les corps n'ont jamais surgi de la rive, même avec les recherches minutieuses du FBI les jours suivant l'évasion. Finalement, le FBI a reçu une lettre de quelqu'un prétendant être John Anglin en 2013 disant que les 3 hommes avaient survécu à l'évasion et que Clarence est mort en 2008 et Frank en 2005. La provenance de cette lettre n'a pas été prouvée. Le FBI a fermé l'enquête en 1979, 17 ans après l'évasion, puis l'a donnée au United States Marshal Service jusqu'à ce que l'âge des évadés atteigne 100 ans. En 2010, les Pink Panthers ont, depuis leur début, eu plus de 110 braquages. Mais parlons des plus impressionnants. En 2002, à Londres, Graff Diamonds a été ciblé. La bande a accumulé 23 millions de livres, dont 3 millions ont été retrouvés plus tard.
Un des voleurs a été retrouvé aussi et a été condamné à 15 ans de prison en juillet 2004. On note également, un an plus tard dans le quartier de Mayfair, un Serbe dénommé Nebojsa Denik, un des cerveaux de la bande, a ouvert les portes d'une joaillerie. À l'aide d'un Magnum 357 et en 3 minutes seulement, il a obtenu un lot de pierres précieuses et de rares diamants jaunes auxquels on accorde une valeur de 13 millions d'euros. Plus tard, nous avons découvert dans un domicile une bague avec un brillant bleu qui faisait partie des bijoux volés et qui avait une valeur de 500 000 livres. En 2007, au Wafi Mall à Dubaï, les Pink Panthers ont pris assaut la bijouterie Graf. Masqués et vêtus de combinaisons noires, les voleurs ont pris possession de 11 millions de dollars en objets précieux par la violence. En décembre 2008, 4 hommes de la bande attaquent à Paris le bijoutier Harry Winston. Ils s'étaient déguisés en femmes et sans violence ont dévalisé le bijoutier. La bande s'est fait 85 millions d'euros en marchandises. Les Pink Panthers ne sont pas une petite bande. Ce sont des ex-militaires qui, depuis 1996 et après avoir servi à la guerre, se sont spécialisés en braquage de bijouterie de luxe. Des génies du déguisement. Il y a partout des crimes et des délits impardonnables. Nous n'appuyons pas les malfaiteurs, mais nous les admirons d'une certaine façon par leur intelligence et leur ruse. Les crimes perdureront pour toujours. Nous avons traité certains qui sont étonnants, mais il y en a sûrement d'autres. Le crime, ce n'est pas du bon, mais être rusé n'est qu'un don. Vous pouvez nous laisser des commentaires sur l'émission sur notre compte Instagram @radio.felix, ainsi que nous envoyer des suggestions de thèmes dont vous voudriez vous informer plus, puis vous mettre à jour sur les thèmes musicaux de la semaine. Venez ce midi pour écouter la musique provenant des films. Nous sommes Saviez-vous et on se voit à 12h30.